Donc, messieurs, on repart sur notre deuxième intervenant, donc Bernard Philippe, qu'on remercie très chaleureusement d'être là parmi nous. Donc, Bernard Philippe est délégué général de l'AFCE, donc c'est l'Alliance du froid, de la climatisation de l'environnement. Et donc, je lui cède la parole. Merci beaucoup. Je suis content d'être là parce que je suis un ancien BTS aussi, mais quand vous voyez le peu de cheveux qui me reste, j'ai passé un BTS en 84, mais pas à Paris, mais à Nantes. Et après, j'ai eu l'occasion de faire l'IFI et puis de faire une carrière. Là, je suis en fin de carrière, comme vous voyez, hein, je suis une activité un peu à part, mais j'ai fini directeur d'usine chez Johnson et j'ai passé par l'agroalimentaire, je suis passé par la marine. Donc, vous êtes sur un milieu hyper intéressant, hyper varié en termes de job. Il y a plein de choses à faire, on a besoin de vous demain. Donc, si je suis là aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est l'aspect réglementaire, c'est pas le plus sexy, mais c'est important que vous sachiez que ça existe. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'il faut faire ou pas faire, mais vous dire, voilà, tiens, ça, il faut que j'y pense demain. Si je dois faire une installation, si je dois la concevoir, il faut que j'y pense. Il y a beaucoup de règlements qui existent, il y a beaucoup de règlements qui bougent, ils bougent en permanence, donc c'est important de le suivre. Et c'est un peu notre vocation aussi à la FCE, c'est de pouvoir suivre ces évolutions et tenir informé le marché, donc informer les industriels et informer les écoles. Je suis accompagné de Louis Bissiongol. Louis est membre de la FCE, c'est la société Chemours. Donc Chemours, producteur de fluides frigorigènes. Donc Louis, je te veux dire 2 mots. Vous m'entendez? Donc Louis Bissiongol. Sur mon background académique, j'ai un bac F5 que j'ai obtenu il y a très longtemps aussi. Je commence à avoir des cheveux blancs. Ensuite, je suis passé en master pour élargir un peu. J'ai fait de la sûreté de fonctionnement des systèmes industriels avant de revenir au froid. Et aujourd'hui, pour Chemours, fabricant de fluides frigorigènes, je m'occupe de la vente et du développement commercial sur la France et le Benelux. Donc Chemours, pour certains, c'est une émanation du groupe du Pont de Nemours qui a dans son portefeuille des marques comme Fréon. Fréon, c'est une marque de chez nous. Téflon, c'est une marque de chez nous. Mais ça appartient à une autre division. Donc, je suis là aujourd'hui en tant que représentant pour la partie fluide frigorigène. J'avoue que je suis plutôt flatté d'avoir été invité à cet événement parce que le lycée Raspail, c'est quand même une institution, quoi. Donc, je suis là pour répondre aux questions sur la réglementation, sur l'avenir des fluides frigorigènes. Et puis tout ce que vous aurez en tête comme autre question. Merci. Et l'initiative qu'on mène aujourd'hui, donc Raspail, vous êtes le deuxième lycée chez qui on le fait. Donc on est en train de valider aussi le support, mais on va le mener ailleurs, partout en France. Donc c'est pour ça que Louis peut être amené demain à aller intervenir dans une autre école. Donc le prochain établissement que je vais intervenir, c'est l'IFI. Donc voilà, c'est ce qu'on mène là, c'est pour donner de l'information et la partager avec vous et surtout répondre à vos questions. 2 mots sur la FCE. C'est une association un peu originale parce qu'au niveau européen, il n'y a pas d'équivalent. On représente la filière de bout en bout. On a les producteurs de fluides, Chemours, qui vont être présents et on va aller jusqu'aux gros utilisateurs, des gens comme EDF, comme SNCF par exemple. Mais on va passer par les fabricants, Daikin, Johnson, Carrier, Tran, les gros installateurs, Clogère qui va nous rejoindre, qui n'est pas sur l'écran, les gros Axima et Johnson également. On va trouver les Atlantiques qui nous a rejoint récemment. On va trouver les organismes agréés qui sont là également, ceux qui font des attestations de capacité, on va en parler un peu tout à l'heure. Et donc c'est assez original, mais ça représente totalement la filière et c'est une association d'industriels. Ce n'est pas des personnes, c'est que des industriels qui sont présents. Et notre vocation, c'est quoi? On intervient, la première vocation, c'est de travailler avec le ministère de l'Environnement et de l'Industrie pour éviter que, au niveau réglementation, on essaie de les guider, de les informer et d'éviter qu'ils ne fassent pas trop de conneries. Et on influe également au niveau européen parce que tout se passe à l'Europe et on verra tout à l'heure que la réglementation fluide frigorigène est en train d'évoluer et donc un nouveau texte paraîtra et des nouvelles dispositions vont encore apparaître dans les années qui vont venir. Donc on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà la représentativité de la FCE. Je vais m'arrêter là sur l'aspect de la maison et on va basculer sur...
sur le support de présentation. Alors, on va parler réglementation. Je l'avoue, ce n'est pas le sujet qui est le plus excitant, mais c'est important parce qu'on ne fait rien sans réglementation. Donc, on va balayer à différents points. On va regarder c'est quoi le contexte réglementaire, c'est de quoi on parle quand on parle de réglementation. On va parler des fluides frigorigènes fluorés, donc les HFC. On dira 2 mots sur les anciens, les CFC, déjà CFC. Les nouveaux fluides aussi qui vont arriver, les HFO qui arrivent. On va parler de directives européennes. Donc ça, vous verrez, c'est important parce que sans les directives, vous ne pouvez pas installer, vous ne pouvez pas fabriquer. 2 mots pour savoir que ça existe. ICPE, c'est un mot qui viendra, que vous connaîtrez plus tard, mais dans le froid, ça existe, des installations classées parce qu'il y a de l'ammoniac, parce qu'il y a des tours aéro-réfrigérantes, parce qu'il y a beaucoup de fréons, beaucoup de fluides fluorés. J'ai dit fréons parce que c'était Kémour. Et puis, il y a d'autres réglementations qui existent, réglementation ERP. Ici, c'est un ERP, on ne fait pas n'importe quoi, on n'a pas le droit de faire tout ce qu'on veut, parce que c'est un établissement qui reçoit du public. Donc, il y a encore un texte français par-dessus qui vient. On va balayer tout ça. On fera à chaque point, on fera un petit quiz. Et puis, surtout, c'est un moment d'échange, donc n'hésitez pas à poser des questions. Louis est producteur de fluides frigorigènes, donc il y a plein de nouveaux fluides qui arrivent sur le marché également, comme vous le savez. Donc, il y a des questions intéressantes également à partager. Donc, quand on parle de réglementation, c'est quoi? C'est des mesures qu'on a pour faire les choses bien. Ce n'est pas des mesures qui sont contraignantes, c'est pour faire les choses bien. Donc, c'est important de réglementer, sinon on pourrait faire n'importe quoi, et n'importe quoi, ça pourrait être dangereux en termes de sécurité des biens et des personnes. Donc, le règlement, c'est quelque chose de nécessaire et important, et c'est bien défini. Pourquoi en clim, pourquoi en froid, on a besoin de réglementation? On pourrait faire n'importe quoi et ça serait dangereux. En CO2, on a vu les niveaux de pression. Si on faisait n'importe quoi, ça serait très dangereux. L'histoire des soupapes, c'est très pertinent, ce qui a été dit tout à l'heure. Donc, c'est très important de savoir qu'il faut faire des trucs en toute sécurité. Et derrière ça, il y a des textes qui vont nous guider pour faire tout ça en toute sécurité. Sécurité des biens et des personnes. Des biens aussi, parce qu'on va faire en sorte que dans une chambre froide, on ne va pas détruire la marchandise. Pourquoi une réglementation sur aussi la sécurité sanitaire? On ne va pas faire des conservations à toutes les températures suivant les produits. Un point très important dans la transition qu'on va avoir, la transition énergétique, c'est tout ce qui est efficacité énergétique. Nos systèmes, c'est des gros consommateurs d'énergie. C'est énorme. Si on parlait de GMS tout à l'heure, le froid, c'est des postes qui vont entre 40 et 60% du poste énergétique d'un supermagasin. C'est le froid. Donc c'est très conséquent. L'environnement, on va en parler. Nos fluides ont des effets directs sur l'environnement et aussi indirects. Si on a des installations qui consomment beaucoup ou qui sont mal réglées, qu'est-ce qui se passe? On va avoir un effet sur l'environnement. La réglementation aussi, c'est la libre circulation. Ça, c'est un aspect économique, c'est-à-dire qu'au sein de l'Europe, on va avoir un marquage comme ça qui s'appelle le marquage CE. Ça veut dire que si mon produit est fabriqué en France ou si fabriqué en Italie, en Espagne ou au Danemark, je suis capable de le vendre n'importe où. Donc, c'est pour ça que vous avez un marquage CE, c'est-à-dire voilà, c'est mon pays, mon produit, il est marqué CE, donc je suis capable de le distribuer partout en Europe. Et c'est une libre circulation économique. Et c'est aussi des règlements pour protéger le consommateur du marchand. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de réglementation, le marchand il pourrait faire n'importe quoi. Il pourrait faire des climatiseurs avec des rendements ridicules. Il n'y a rien qui nous protégerait. Voilà pourquoi il y a des réglementations. Et on va commencer par la réglementation sur les gaz à effet de serre fluorés. Donc on appelle F-gaz. Donc ça concerne les fluides HFC aujourd'hui. Ça concernait avant les fluides HCFC et les fluides CFC. On regardera après les directives européennes. On va parler de directives équipements sous pression. C'est là qui est importante. Mais il y a directives machines, directives basse tension, directives compatibilité électromagnétique, directive ATEX, tout ce qui est ambiance explosive. 2 mots sur le code de l'environnement. Sachez qu'il y a un code de l'environnement. Installation classée. Et puis quelques points sur des réglementations autres. Alors, on entend souvent, on va faire suivant la norme. Voilà, vous allez construire suivant la norme, fabriquer suivant la norme. La norme, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire en l'état. C'est un guide, une norme. C'est un standard qui est défini. On peut s'appuyer sur une norme pour faire quelque chose. Et la norme peut être rendue obligatoire parce que la réglementation l'impose. Donc, il faut faire attention à ce propos. Une norme n'est pas obligatoire. Elle peut être rendue obligatoire par la réglementation, mais une norme en l'état n'est pas obligatoire. Donc, les normes, il y a plein de gens qui travaillent dessus. Il y a tout un circuit de validation des normes. Et dans le froid, on va voir, il y a une norme qui est très importante, qui s'appelle la EN 378. S'il y a une norme qui est importante dans le froid, c'est celle-là. Elle est divisée en 4, bientôt en 5, qui va définir toutes les exigences de fabrication, de sécurité,
de conception, de calcul de charge de fluide frigorigène, surtout maintenant avec les fluides frigorigènes inflammables, il va y avoir des règles particulières. Et puis mais également, la norme va plus loin, elle va parler de la protection des personnes et les règles d'intervention et de maintenance. Donc s'il y en a une à connaître, enfin pas à connaître, savoir qu'elle existe, parce que la connaître, ça dépend de votre fonction demain, mais vous êtes amené à faire des conceptions en bureau d'études, par exemple, ça serait important de connaître la norme sur la partie conception. Donc cette norme est en perpétuelle évolution, donc là il y a une révision qui est en cours, mais c'est vraiment la référence. Mon prédécesseur parlait des soupapes. Une norme très importante, c'est comment calculer les soupapes. Et les soupapes ne se calculent pas n'importe comment. Il y a toute une règle pour calculer des soupapes. C'est un organe de sécurité majeur. Donc pour calculer une soupape, il y a effectivement une norme. On va calculer aussi le collecteur. Il y a des soupapes qu'on va collecter, qu'on va amener à l'extérieur. Ça se calcule. On ne fait pas n'importe comment. Une histoire de soupape, c'est de la sécurité. Et puis il y a d'autres règlements sur comment est-ce qu'on construit des appareils à pression. Un échangeur, il y a des codes pour le construire. Et les tuyauteries, on ne fait pas n'importe comment. Il y a également des codes. L'environnement, il est très... il peut faire peur comme ça, mais tout ça, ça s'acquiert. Et ce qui est rassurant, c'est que ça se fait suivant certaines règles, et ces règles sont suivies par tous. Et si on regarde schématiquement notre système frigorifique, quel qu'il soit, donc une chose est sûre, il faut d'abord qu'il soit marqué CE. S'il n'est pas CE, il y a quelque chose qui manque en conformité. Ça veut dire quoi, un marquage CE? C'est si vous achetez une voiture aujourd'hui, vous ne l'achetez pas sans carte grise. Sauf dans certains endroits peut-être. Mais la carte grise, c'est l'élément qui va avec la voiture. Une installation, quelle qu'elle soit, frigorifique, il faut qu'elle ait sa déclaration CE aussi. S'il n'y a pas de carte grise, vous ne pouvez pas rouler. Donc, le premier point, il faut que ce soit marqué CE. Et on voit qu'on est entouré de différentes réglementations. En bleu, c'est tout ce qui est lié à la sécurité, et en vert, tout ce qui est lié à l'environnement. Donc, notre F-gaz, qu'on va parler un peu, est lié à l'environnement, c'est tout ce qui est émissions de gaz. Mais on va trouver des directives sur les conceptions. Ça veut dire qu'un fabricant de machines aujourd'hui n'a pas le droit de concevoir des climatiseurs, par exemple, sans un minimum de performance énergétique. Les déchets, nos fluides frigorigènes sont considérés comme des déchets dangereux. Quand vous retirez des fluides d'installation, au terme de réglementation, c'est un déchet dangereux. Et après, là, on retrouve nos normes qui sont liées à la sécurité et à l'environnement, les directives, les équipements sous pression, établissements recevant du public. Donc voilà notre milieu. Et puis autour de ça, on va trouver des codes. Les codes français de l'environnement, les codes du travail, le code de la construction. Pourquoi le code du travail? Par exemple, votre employeur demain, il a un devoir de vous former. C'est une obligation pour lui. S'il ne le fait pas, il est responsable. Donc voilà, c'est notre environnement réglementaire est assez conséquent quand même. Mais il y a une raison, le froid, il y en a partout. Donc c'est logique qu'on va trouver des règlements autour. Donc nos fluides fluorés, donc ça a commencé par les CFC. Donc je suis le doyen dans la salle, je pense. Donc j'ai eu la chance ou pas la chance de manipuler ce qu'on appelait du R12 ou du R11. C'était les fluides qui attaquaient la couche d'ozone. Il y en avait partout, et puis même à l'époque, quand on intervenait, on faisait pchit, on dégazait, et c'était comme ça qu'il fallait faire. On n'avait pas d'autre, on a appris comme ça, donc il fallait le faire. Bon, ces fluides-là ont disparu parce que la couche d'ozone s'est recréée, et c'était une bonne chose. Donc c'est le protocole de Montréal qui a voulu faire disparaître cette couche d'ozone. Après est apparu l'effet de serre, donc protocole de Kyoto. Donc l'effet de serre, c'est attaqué à ces fluides HCFC et HFC. Donc le HCFC, c'était le R22. C'est encore un autre ancêtre pour vous, mais c'était un super fluide, n'empêche, parce qu'on faisait tout avec. Du froid négatif, de la clim, c'était le top du top, mais il avait une molécule de chlore, donc il touchait également la couche d'ozone. Et puis aussi, son brevet était devenu public, donc il était moins intéressant à vendre. C'est l'autre côté de la face cachée. Donc, est arrivé sur le marché, donc dans les années 90, on a commencé à remplacer le 22, 2000 également, enfin les CFC d'abord, après les HCFC, le 22. Et donc les producteurs ont créé des HFC, le 134A, le 404A. Tout ça, c'est arrivé sur le marché, et donc il n'y avait plus d'effet sur la couche d'ozone. Mais on a détecté un effet de serre, donc suivant le fluide, plus ou moins important. Et donc les HFC se trouvent également encadrés, et c'est cette fameuse F-gaz aujourd'hui qui encadre les fluides et qui nous a amené à voir quoi? On va le voir, tout ce qui est contrôle d'étanchéité, attestation d'aptitude, attestation de capacité pour les sociétés. L'objectif, c'est d'aller vers la neutralité carbone, on est là, on est en train de réduire les fluides à fort effet de serre. Ils sont remplacés par des fluides à effet de serre restreint, et que ce soit des fluides fluorés ou non fluorés, on va trouver des solutions. Et ce qui est
difficile et intéressant, c'est que les applications du froid sont tellement vastes, tellement variées, qu'il n'y a pas un fluide qui fait tout. Donc le CO2 trouve son application, on l'a vu tout à l'heure, en froid commercial, et c'est vrai qu'il a fait son trou et c'est intéressant, mais il ne sera pas intéressant partout. Pareil pour l'ammoniac, on ne va pas en faire partout. Et du coup, il faut trouver un ensemble de fluides, et c'est comme un peintre, hein, il va choisir la bonne couleur. Donc c'est au frigoriste de trouver le bon fluide, et pour ça, il est accompagné aussi par ses fournisseurs. Donc on est là, donc l'histoire se poursuit et on va avancer dans l'histoire. Alors, juste un petit rappel, on a le protocole de Montréal. Ils s'attaquaient au CFC, mais ils ont continué à faire vivre le protocole de Montréal. Et vous avez dû entendre parler de ce mot-là, l'amendement de Kigali. Parce que ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe est en avance sur le reste du monde sur ces aspects réglementation fluide, fluorée. Et ce qui se passe, c'est que l'amendement de Kigali veut que le monde entier, et ça a été ratifié par, je ne sais pas, 150 pays aujourd'hui peut-être, aussi va réduire ses utilisations des HFC à fort effet de serre. Et donc c'est ce qu'on appelle l'amendement de Kigali. Le support de présentation là, sera fourni à vos professeurs, hein, il sera téléchargeable et les liens sont actifs ici pour ceux qui voudront chercher les textes. Donc Kigali, c'est quoi? C'est de faire au niveau mondial ce qu'a déjà fait l'Europe avec des paliers un peu différents. En Europe, on a cette réglementation F-Gaz, qu'on appelle la 517/2014 UE, qui est en cours de révision aujourd'hui. Et puis la France a retraduit ça dans son code de l'environnement. Donc le code de l'environnement a plein de sections, c'est un gros truc. C'est consultable, tout ça ce sont des textes publics. Et c'est là-dedans qu'on va trouver les critères d'attestation de capacité pour les sociétés, c'est quoi un organisme agréé, c'est les fréquences de contrôle d'étanchéité, les outillages minimums nécessaires, enfin tout est défini dans le code de l'environnement. Donc on passe du monde, de l'Europe et à la France. Je vais pas ça c'est juste pour information, c'est ce qu'on appelle l'accord de Kigali, c'est-à-dire qu'en Europe on est en train de réduire par palier. Au niveau mondial aussi, on va réduire par palier la consommation de fluides à fort effet de serre. Ces paliers-là sont définis non pas en tonnes, c'est défini en tonnes équivalent CO2, c'est-à-dire qu'on diminue par rapport au GWP du fluide. Mais vous le lirez tranquillement, ça je ne vais pas rentrer dans le détail. Fluide frigorigène, les réglementations, elles sont de deux côtés. Donc il y a côté européen, on a le protocole de Montréal, on a le protocole de Kyoto, les HFC. On va raisonner HFC aujourd'hui. Pour l'instant, les HFO ne sont pas dedans, donc ils sont exclus. Et on a eu une première F-Gaz en 2006. C'est cette première F-Gaz qui avait fait déjà avoir des contrôles d'étanchéité, des attestations de capacité, etc. Une révision qui a eu lieu en 2014 et là, en 2022, une autre révision. Et en France, on a traduit ça dans le Code de l'environnement sur les différents arrêtés qui sont parus, qui délivrent, qui précisent l'ensemble de ces devoirs. Alors, cette F-Gaz, c'est quoi son principe? Donc, le but, c'est quand même qu'on aille vers des solutions vertueuses au niveau environnement. On veut limiter l'effet de serre. La couche d'ozone, on a réglé son cas. C'est bien. Et ça a marché. C'est quand même sympa de voir que ça a marché. Et la F-Gaz, là, elle existe depuis 2006. Et ça marche aussi. Et la filière a fait de sacrés efforts. Comme je vous dis que moi, à l'époque, on faisait pchit pour dépanner l'installation. Et bon, c'était la façon de faire. Aujourd'hui, on ne le fait plus. J'espère. Mais cette F-Gaz, elle s'appuie sur deux principes. C'est limiter l'usage des fluides à fort GWP et limiter les fuites. Et pour ce faire, elle a créé quoi? Des certifications. Donc, c'est l'attestation d'aptitude et l'attestation de capacité pour les employeurs. Confiner les installations, ça veut dire des contrôles d'étanchéité périodiques en fonction de la charge. Et ce n'est pas en fonction de la charge en kilos, mais la charge en équivalent CO2. Des étiquetages, la traçabilité des déclarations lorsqu'il y a des fuites. Donc ça, c'est la partie « je préviens les fuites ». Et là, c'est la partie « je limite l'usage ». Donc, on a vu des HFC comme le 404A s'est trouvé interdit de façon graduelle. En GMS, on n'avait que ça à une époque, du 404A. Et puis, ça fuyait à queue mieux parce que la grande distribution, ça coûtait pas cher. On a eu du 404A qui était à quelques euros le kilo. À une époque, c'était peut-être 5-6 euros. Aujourd'hui, il doit être plutôt à 40-50.
Donc on a vu le 404A, c'était le fluide populaire. Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'utiliser en installation neuve, on ne peut que l'utiliser en fluide régénéré, par exemple. Donc ça, ce sont des actions qui ont été prises par la F-Gaz. Donc, toujours penser qu'il y a deux textes. Le règlement européen, il s'applique en l'état, c'est lui qui prime. Et puis après, la France a rajouté des choses. Et un État a droit d'être plus contraignant que l'Europe, mais pas l'inverse. Il ne peut pas réduire ce que l'Europe a demandé. Mais le but, l'objectif, c'est quand même limiter les forts GWP, limiter les fuites. De toute façon, nos installations, elles sont pas faites pour. Enfin, quand on les conçoit, elles sont étanches. On fait des installations pour qu'elles ne fuient pas. Une installation à l'ammoniac, pour en avoir réalisé, dès que ça sent, on répare la fuite. Donc, basiquement, une installation à l'ammoniac ne fuit pas. Parce qu'on le sent. Donc, peut-être qu'on devrait rajouter quelques petites odeurs dans les fluides. Ça devrait nous aider. Donc la formation, les certifications, et puis le contrôle de la vente. Aujourd'hui, on n'achète pas du fluide sur l'étagère comme ça pouvait se faire dans le passé. Un distributeur ne peut vendre du fluide qu'à une entreprise qui a une attestation de capacité. Et il tient un registre. Alors, vous allez me dire, on voit du fluide sur eBay, Amazon et Le Bon Coin. Ouais, mais c'est en train de disparaître parce que le ministère de l'Environnement a construit, et en accord avec Le Bon Coin, Amazon et eBay aujourd'hui, justement la traque à ces annonces-là. Donc ils ont fait un algorithme qui rentre dans les systèmes, et voilà, c'est des milliers d'annonces qui sont scrappées tous les jours aujourd'hui. Donc la chasse à l'illégal, c'est important. Alors, notre réglementation s'appuie sur quoi? Sur l'effet de serre. Donc vous le savez déjà. Donc nos fluides ont différents pouvoirs effet de serre. Mais ce pouvoir-là, il est là s'il y a des fuites. S'il n'y a pas de fuite, il n'y a pas d'impact. Donc c'est vrai que le 404A a été mis tout de suite dans l'œil du viseur parce que c'était 1 kg de 404, c'était 4 tonnes de CO2 équivalent. Donc c'était quand même un fluide qui impactait beaucoup. Si vous ramenez ça en kilomètres d'une voiture, c'est encore plus conséquent. Et donc on voit des nouveaux fluides apparaître avec le 454C, c'en est un par exemple. On a un GWP à 148. On a les HFO, l'YF, c'est ce qu'on a dans les voitures aujourd'hui, ça en clim. Ben, c'est un GWP de 4. Et même dans la dernière révision, c'est inférieur à 1, vous voyez. Et on va trouver des fluides comme le propane, donc un très faible effet de serre, l'ammoniac 0, le CO2 c'est la référence, c'est 1. Donc c'est évident que notre futur il va se situer vers des valeurs beaucoup plus basses. Ces valeurs-là qu'on a connues, c'est là où la réglementation tacle l'utilisation de ces fluides. La valeur de GWP ou de PRP en français, celle qui est référenciée au niveau de la réglementation, c'est celle-ci. C'est la révision 4. Il y a une révision 5, il y a même une révision 6. Et donc ces estimations de GWP changent régulièrement. Qu'est-ce qu'elle impose, cette réglementation-là? Elle a imposé aux producteurs de fluides, elle a imposé une rigueur assez conséquente, c'est-à-dire qu'ils ont pris une référence ici qui est une moyenne 2015, ouais, une moyenne. Il dit voilà, ça c'est ce que le marché avait besoin comme fluide sur l'Europe. Et au fil des ans, il a dit ben non, on va diminuer. À chaque fois, vous n'avez plus le droit que ça, plus le droit, Donc on n'est pas en tonnes, on est en tonnes équivalent CO2. Et ce système au niveau de la réglementation a fait quoi? C'est que, en se faisant, un producteur n'avait pas intérêt à mettre beaucoup. Je vais prendre le 404A en exemple. S'il mettait du 404A, ben chaque kilo c'était 4 tonnes de CO2. S'il mettait du 1234YF, chaque kilo c'était même pas une tonne, c'était rien, c'était 1. Donc ça pousse les producteurs à développer des fluides avec des faibles GWP, et ça pousse le marché aussi à trouver des solutions dans ce sens-là. Ça fait renaître le CO2, parce que le CO2, ce n'était pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est revenu en état de grâce. Et ça fait émerger des nouveaux fluides et également des nouveaux systèmes. On est là aujourd'hui, donc on a un nouveau palier jusqu'à 2023, et puis ça va encore diminuer. Aujourd'hui, ça tient. En fin de compte, l'Europe a bien suivi tout ça, et on est dans les objectifs. Louis, tu veux rajouter quelque chose? Oui. C'est juste pour apporter une petite précision sur le phase down, donc la figure en haut à droite, sur la réduction progressive des quantités mises sur le marché. C'est-à-dire que la F-Gaz a institué des quotas en tonnes équivalent CO2
Donc pour nous, producteurs, qu'est-ce que ça implique? C'est-à-dire que d'un côté, nous avons une demande en fluide frigorigène qui croît parce que les besoins augmentent, hein, la démographie, les applications. Et puis d'autres facteurs qui font qu'on a besoin de plus en plus de froid et donc on a besoin de plus en plus de solutions et de fluides frigorigènes en quantité, en volume. Mais pour nous, nous sommes limités par des quotas parce qu'on ne peut mettre sur le marché qu'une certaine quantité en tonne équivalent CO2. Par exemple, nous sommes en 2022 et nous sommes sur le palier où nous ne sommes plus qu'à 45% de ce qu'on avait au démarrage de la F-Gaz. Donc, moins de quotas, plus de besoins et on n'a pas d'autre choix que d'innover, de concevoir des solutions faibles en PRP, donc le potentiel de réchauffement planétaire, ou PRG, potentiel de réchauffement global, ou GWP, c'est la même donnée, hein, Global Warming Potential. Ce qui fait qu'on va vers des solutions à très faible PRG. Bernard a cité le 454C, par exemple, il y a le YF, et puis il y a d'autres technologies comme le CO2, dont on vous a présenté quelques applications. Il y a le propane, il y a l'ammoniac. Donc c'est un peu ça la logique, quoi. Continuer à répondre à une demande grandissante, mais avec des solutions dont l'impact sur le réchauffement est faible ou très faible, ou voire nul. Alors, si on était sur un marché en décroissance, ça serait plus facile, mais comme dit Louis, ce n'est pas le cas. On a le marché du froid en général, c'est un marché en croissance. On a besoin de froid, on a besoin de froid partout. On a besoin de froid en alimentaire, on a besoin de froid sur un domaine qui est en pleine évolution, c'est la pompe à chaleur, qui va remplacer dans beaucoup d'endroits les fluides fossiles comme les chaudières à gaz et autres. Donc on est sur un marché qui croît avec une possibilité de mise sur le marché de fluides qui décroît en termes de GWP, donc développement des nouvelles solutions. Donc cette F-Gaz, elle avait aussi donc limité certains mises sur le marché, hein, depuis 2020. On ne pouvait plus mettre de 404A. Je garde l'exemple du 404A, c'était terminé. Donc on a d'autres interdictions. Il y en a une qui a démarré en 2022 ici, hein. Et puis la prochaine qui est listée, c'est sur les split systems, donc en dessous de 3 kg, il faudra avoir un PRP en dessous de 750. Donc typiquement, aujourd'hui, c'est beaucoup de 410 qu'on avait là-dedans, et c'est en train de basculer au R32 pour rentrer dans la règle. Donc cette réglementation, elle a marché, elle continue à marcher, donc c'est intéressant. Et ça, c'est notre échelonnement des interdictions au niveau de l'utilisation des gaz. Cette réglementation est en révision, c'est-à-dire que voilà, au niveau de l'Europe, on a été consulté, on a participé, on a discuté, enfin la FCE au niveau du ministère de l'Environnement, et ils sont en train de réécrire un nouveau texte. Donc on va avoir une proposition de texte qui doit sortir en avril, et puis après on va discuter au niveau européen avec le Parlement et avec le Conseil pour voir quel texte final sera adopté, mais on pense avoir un nouveau texte adopté fin 2023, début 2024. Il y aura des nouvelles, certainement, dispositions en termes de quotas, c'est ce qu'on entend. Il y aura des nouvelles interdictions qui vont apparaître probablement. Mais il y aura aussi une volonté de former les gens plus sur les fluides alternatifs. Et aujourd'hui, vous passez une attestation d'aptitude, on vous fait manipuler que du fluide fluoré. Donc l'Europe est assez consistante de dire qu'il faut former un peu plus sur les fluides alternatifs, donc des fluides inflammables, qui soient A2L, qui soient A3, enfin, ou l'ammoniac. Donc on va voir des évolutions arriver, on en saura un peu plus au courant de l'année. Et après, on va discuter pour voir ce qui est acceptable, pas acceptable. C'est pour votre information, la réglementation, les textes français vont même jusqu'à définir c'est quoi un équipement, un détenteur, un producteur de fluide, un producteur d'équipement. Tout ça, ce sont des définitions qui existent. Donc tout ça, c'est cadré, c'est pas fait n'importe comment. Dans les obligations que vous avez, c'est étiqueter les installations. Donc là-dessus, on doit apparaître la charge, et puis notamment la charge en équivalent CO2. Donc l'étiquette, elle est également réglementée. Donc ça doit être fait par le fabricant, si c'est un groupe monobloc, ou par l'opérateur, l'installateur, s'il fait une installation sur site. Les contrôles d'étanchéité. Donc c'est quelque chose d'obligatoire aujourd'hui, et c'est aussi en fonction de la charge. Donc je vais oublier les HCFC, ça c'est le R22, il n'y en a presque plus, mais on va raisonner sur HFC. Donc dès qu'on est au-dessus de 5 tonnes équivalent CO2, ce qui va très vite,
Le contrôle d'étanchéité doit être fait à la mise en service, donc il doit y avoir une traçabilité à la mise en service. Et chaque fois qu'on fait une modification sur le circuit, il doit y avoir un contrôle d'étanchéité. Et puis de façon périodique. De façon périodique, sur fonction de la charge, le règlement définit si je dois faire une inspection tous les 3, 6 mois, 12 mois, 24 mois. Donc cette fréquence-là, on la retrouve dans les textes, en fonction de la charge, toujours en équivalent CO2. On doit avoir des fréquences de contrôle d'étanchéité qui varient. Et elles varient encore si on installe un système permanent de contrôle d'étanchéité ou pas. Lorsque vous faites un contrôle, vous devez mettre une étiquette bleue s'il n'y a pas de souci et rouge s'il y a une fuite. Et on doit mettre une date là-dessus. Quelle date on doit mettre sur l'étiquette? La date de? Non, c'est comme sur les stations essence, c'est la date du prochain contrôle. Les bleus. L'étiquette bleue, donc c'est la date du prochain contrôle qui doit apparaître. L'étiquette rouge, ça veut dire qu'on a une fuite quelque part, mais c'est obligatoire également. Par contre, sur l'étiquette rouge, il n'y a pas de date? Non. Il faut réparer au plus vite. S'il y a une présomption de fuite, donc il faut absolument rechercher la fuite. Déjà, s'il y a une présomption, il faut rechercher la fuite dans les 12 heures si on a au-dessus de 500 tonnes équivalent CO2 et 24 heures dans les autres cas. Donc veillez à ces étiquettes-là. Certains installateurs mettent l'étiquette même avec la plaquette directement. C'est après au choix de chacun. Donc associé à ça, il y a le document CERFA que vous devez connaître, qui a été développé il y a quelques années déjà. La FCE avait contribué à son développement de façon à ce qu'il y ait un seul document au niveau de la France. Il peut paraître assez complexe. Il y a un guide qui est associé, mais ce document permet aussi en fin d'année aux opérateurs de faire les bilans de l'ensemble des mouvements fluides, parce que chaque société, à la fin de l'année civile, doit déclarer tous les fluides qu'il a en stock, les fluides qu'il a chargés, les fluides qu'il a récupérés, qu'il a amenés en retraitement ou en distribution. Donc ça, c'est tracé et c'est remonté au niveau au niveau des autorités. Donc ça, c'est important. C'est important de le faire signer, donc, parce que l'opérateur doit le faire signer par le détenteur. C'est pas toujours facile. Donc c'est important au moins qu'il y ait une trace comme quoi ça a été fait. Il y a beaucoup aujourd'hui qui se font aussi sur tablette ou de façon informatique. Bon, ce document-là, il va être revu, il est en cours de révision. Pourquoi? Parce que dans ce document-là, ici, la partie basse concerne l'aspect déchets. Je vous ai dit tout à l'heure que le fluide frigorigène fluoré récupéré, c'est un déchet, et notamment un déchet dangereux. C'est dans la nomenclature des déchets, il est considéré comme un déchet dangereux. Et donc, il y avait obligation ici de tracer la bouteille de récupération qui retournait chez le distributeur. Et après, le fluide, il partait soit en destruction, soit en régénération. Et ce traitement des déchets, aujourd'hui, il va être fait de façon informatique. Donc, la fiche ici, la partie basse, elle va disparaître. Elle est en cours de révision. Donc, c'est vraiment urgent. Enfin, pas urgent, pardon. C'est vraiment le temps présent. J'ai amené, moi, des commentaires la semaine dernière, cette semaine, sur le sujet. Donc elle va être revue et la volonté aussi, c'est que demain, ça soit complètement digitalisé. Donc c'est aussi un objectif du ministère de l'Environnement. Bon, pour l'instant, c'est toujours celle-là qui est active et de toute façon, même quand la partie basse va disparaître, le haut ne devrait pas changer beaucoup. Important de la compléter correctement. C'est peut-être vous voyez ça comme une contrainte, mais c'est aussi une traçabilité. C'est important pour le technicien qui revient quelques mois après de savoir ce qui a été fait quelques mois avant, parce que au-delà de l'administratif, c'est aussi la vie d'équipement qui est tracée sur ce genre de fiches. Alors, cette réglementation fluide aussi, elle impose aux entreprises d'avoir une attestation de capacité, c'est-à-dire qu'elle doit prouver qu'elle a suffisamment d'outillage, qu'elle a des techniciens qui ont l'aptitude, qui a les moyens de suivre tout ce qui est mouvement fluide. Donc aujourd'hui, les frigoristes doivent avoir une attestation de capacité pour pouvoir manipuler et pour pouvoir acheter du fluide. Si la société n'a pas d'attestation de capacité, il ne peut pas acheter de fluide et le distributeur de fluide ne lui vendra pas. Donc vous devez avoir une attestation d'aptitude. Alors je ne sais pas, c'est passé dans le cadre du lycée, l'aptitude ou comment? Oui, tout à fait. Tous les étudiants qui sont présents ici, d'ailleurs, j'ai quelques questions là qui arrivent au fur et à mesure, mais c'est vrai qu'au mois de juin, pour tout le monde, à minima, vous allez passer donc la formation. Donc ici, on dispose de l'agrément on est organisme évaluateur au niveau du lycée Raspail. Et donc, vous serez tous invités à venir participer à la formation. Donc, on fera le QCM et ceux qui réussiront le QCM pourront passer à la formation pratique et
Donc il y aura une deuxième évaluation sur la pratique. Et voilà. À la fin, normalement, si tout se passe bien, vous avez votre attestation d'aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes. Voilà. Je l'ai passé il y a 1 an. Sur la partie théorique, ça allait, la partie réglementaire, mais sur la partie manipulation, j'ai eu un peu de mal. Moi, j'avais l'habitude de faire pchit, donc... Alors, ces étudiants-là, ils ont plus de mal sur la partie théorique que malheureusement, le QCM, c'est le QCM. C'est un QCM réglementé et réglementaire. Ouais. Donc, les questions qui sont à l'intérieur sont vraiment ciblées par rapport aux compétences visées par l'organisme qui nous délivre donc le certificat d'évaluation. Ça, malheureusement, c'est des compétences, on va dire, que vous devez acquérir pour pouvoir obtenir l'attestation. Voilà. L'attestation d'aptitude, elle est valable pour vous en France à vie. Ce n'est pas le cas dans tous les autres pays européens. Il y a des pays européens où l'attestation d'aptitude est valable 5 ans et il faut renouveler. Alors, c'est quelque chose qui se discute aussi en France. Donc, à suivre. Donc, ça va bouger beaucoup dans les 2 ou 3 ans qui viennent. Donc l'attestation de capacité pour un établissement, il y a différentes catégories. Soit on fait de la mise en service, maintenance, entretien, assemblage, ou que du contrôle d'étanchéité, catégorie 4 par exemple, ou catégorie 5, c'est des voitures. Donc ça a été bien normé. Et puis ça nous dit aussi la quantité d'outillage minimum que doivent avoir les techniciens pour pouvoir opérer. Donc une société est auditée sur toutes ces capacités-là pour pouvoir travailler. On fera un arrêt au niveau des fluides fluorés et puis on pourra échanger là-dessus les questions tout à l'heure. Un point intéressant ici, qui fait toujours polémique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez acheter un split dans la grande distribution, chez Brico Dépôt, chez Casto, chez Leroy, etc. Et normalement, vous n'avez pas le droit d'installer, sauf si vous avez un contrat avec un frigoriste qui a une attestation de capacité. Et en toute logique, celui qui vous vend le split doit vous faire compléter un formulaire sur le sujet. Donc on sait qu'il y a beaucoup de trafic sur le sujet, parce qu'il y a beaucoup de gens qui achètent et qui installent eux-mêmes. Sachez que c'est quelque chose qui va être de plus en plus surveillé, et notamment les ventes dans la grande distribution qui vont être regardées de très très près. Mais aujourd'hui, pour pouvoir faire installer un split system ou une PAC chez quelqu'un, il faut avoir... on peut l'acheter, mais il faut qu'il y ait un CERFA complété par le vendeur et comme quoi il s'engage, la personne qui achète s'engage à faire installer par un professionnel. Tout ça, vous allez me dire, c'est joli, et qu'est-ce qui se passe s'il y a des problèmes? Il y a des sanctions. Il y a des sanctions, c'est des exemples ici. Si un exploitant fait appel à un opérateur qui n'est pas attesté, il peut avoir une amende. Si un distributeur vend du fluide à un opérateur qui n'est pas attesté, il peut avoir une amende. Donc ça peut aller loin. Et ça peut aller très loin si on manipule les anciens fluides, notamment. Ça peut être très fort. Donc tout ça, c'est surveillé par les autorités locales, par les préfectures, par les DREAL. Si j'ai le temps, je vous montrerai tout à l'heure. Mais le ministère de l'Environnement a fait, en 2021, un tiers des contrôles qu'ils ont fait au niveau environnement, c'était sur les fluides frigorigènes. Ils vont encore augmenter ça. Donc c'est quelque chose de très sérieux qui est pris en compte, là. Avant de passer aux questions sur le fluide fluoré, j'ai juste un petit quiz, peut-être ça va répondre à la question. Si je vous dis, c'est quoi les protocoles internationaux qui régissent l'usage des fluides frigorigènes? Kyoto, c'en est un, ouais. Ouais. À Montréal, pour tout ce qui était la couche d'ozone. Et maintenant Kigali. Donc, pourquoi Montréal, au départ, c'était que la couche d'ozone. Et comme ce système a bien marché, ils ont dit qu'il faut qu'on garde l'utilisation de Montréal, puis la structure est toute en place au niveau international, donc on va le garder et puis on va faire l'accord de Kigali pour gérer les gaz à effet de serre au niveau mondial. Et l'autre, c'est le protocole de Kyoto qui était apparu en 92, où là on s'est posé des questions sur l'effet de serre et qui a amené la disparition des HCFC et après des contrôles des HFC. Ok. Pourquoi c'est réglementé la mise sur le marché? Éviter là? Ouais. Ouais. Les fuites. Donc, les fuites frigorigènes ont des effets de serre directs. On a vu, comme je prends le 404A, c'est vraiment un truc qui était énorme. Il y en a encore un qui est encore plus fort, c'est le R23, c'est K14000 de mémoire.
Ouais, mais A23 est utilisé dans les productions aujourd'hui et est utilisé en basse température. Donc c'est un fluide aussi qui va disparaître certainement. Alors, c'est quoi les moyens pour réduire l'incidence des fluides ? Avoir moins de fuites. Ça va commencer par l'étanchéité. Encore une fois, on ne fabrique pas des systèmes frigorifiques pour qu'ils soient fuyards. Au contraire, on les fabrique pour qu'ils soient étanches. La preuve en est, c'est qu'on fait des essais de pression et puis on fait des contrôles d'étanchéité. La formation, ça en est un. Voilà, moi, ce que vous avez appris aujourd'hui, c'est pas ce que j'ai appris moi quand j'ai fait les mêmes études. Et ça va dans le bon sens. On parle toujours de l'effet direct, l'incidence environnementale des fluides, mais il y a l'effet indirect. Si on regarde un système frigo quel qu'il soit, s'il est bien entretenu, sur sa durée de vie, sur 15 ans ou 10 ans, l'effet indirect lié à la consommation énergétique est bien supérieur à l'effet direct que savoir s'il y avait des fuites. Donc c'est tout ce qui est consommation énergétique, l'effet indirect. Mais ça passe aussi par une installation bien réglée. Si vous avez un condenseur à air et puis qu'il est encrassé et que ça vous pénalise de 1 degré sur la condensation, vous savez combien ça vous coûte en compression ? 3% en plus. 1 degré, 3% en plus en compression. Donc ça va très vite. Donc un système mal entretenu, c'est aussi des consommations énergétiques énormes derrière et un effet sur l'environnement qui n'est pas bon. C'est pareil, un côté évapo, hein, si c'est mal chargé, mal réglé, ben vous consommez plus. Alors, quelques obligations des sociétés qui manipulent les fluides fluorés en France. Attestation, ouais. Capacité, ouais. L'outillage. Et la déclaration des mouvements fluides. Chaque société aujourd'hui qui achète du fluide, qui manipule du fluide, au 31 décembre, il doit clore les bilans et au mois de janvier, il doit déclarer à son organisme tous les mouvements qu'il a fait. J'avais ça en stock au 1er janvier, il me reste ça au 31 décembre. J'ai chargé tant de fluide et j'ai ramené tant de fluide à mon distributeur. Et ça par type de fluide. Qu'est-ce qu'on fait des fluides quand on les a enlevés d'une installation ou quand on démantèle une installation ? Voilà, on peut les régénérer ou alors ils sont détruits. Là, il y a beaucoup d'améliorations en cours aussi. Et la France en Europe est assez vertueuse là-dessus. En 1993, il y avait déjà un accord volontaire de la profession de dire « je récupère le fluide ». Et quand vous achetez un kilo de fluide aujourd'hui, vous payez une quote-part qui s'appelle, ça dépend des noms, forfait récupération par exemple. Et ça permet à avoir un jeu de bouteilles vides, les bouteilles de récupération, les bouteilles de transfert. Ça permet aux distributeurs de récupérer le transport. Donc la récupération est gratuite pour les frigoristes. Et c'est un système vertueux qui n'existe pas aussi bien partout en Europe. Et ça a commencé en France en 1993. Donc c'est quand même énorme. C'est pour ça qu'on a vu aussi disparaître les bouteilles jetables. Donc ça, c'est totalement interdit, bien qu'on en voit encore un peu. Mais ça, c'est le marché illégal. Donc on a vraiment une belle filière en France sur le traitement des fluides usagés. Et c'est en train de s'améliorer. Il y a le groupe Climalife qui est en train d'équiper une usine dans la vallée du Rhône, justement, pour pouvoir régénérer. On a des fluides, c'est des mélanges. Donc le 410A, par exemple, c'est un mélange de 2 fluides. À régénérer, c'est pas facile. Il y a aussi des fluides, c'est des mélanges ternaires. Donc là, ils ont trouvé un principe, et ça existe déjà ailleurs dans le monde, mais de pouvoir régénérer ces fluides-là et les dissocier beaucoup plus facilement. Donc on parle beaucoup d'économie circulaire, ça veut dire ça aussi. J'ai mis un fluide, je vais le récupérer, je vais le retraiter et le remettre sur le marché. Donc ça, c'est très vertueux et c'est aussi le futur demain, ça. Et c'est pour ça aussi qu'on impose des opérations de transfert et de récupération. Il y a des questions sur les fluides fluorés ? Allez, messieurs, des questions ? Le micro est là. Il y a beaucoup d'étudiants de deuxième année qui sont sur les projets, hein, c'est l'occasion. J'ai dit tout à l'heure que les HFO ne sont pas dans la réglementation aujourd'hui. On va certainement les voir arriver. Ils ne sont pas présents dans la réglementation, sauf pour les producteurs qui doivent déclarer des quantités. Mais en tant que vous, opérateur, vous n'avez pas de contrainte. À la limite, si je applique bêtement la règle, une installation avec un HFO, elle peut fuir comme elle veut. Personne ne viendra m'embêter. C'est un peu ridicule.
On peut passer aux questions ou... Oui, bien sûr, oui. Je crois que je vais avancer. Bonjour monsieur. C'est quoi les types de fluides les plus dangereux? J'entends pas là. Les types de fluides les plus dangereux? Dangereux? Ouais, les plus dangereux. Alors, les fluides sont... Tout à l'heure, je vous ai parlé de la EN 378. Donc, sur le chapitre... sur le 1, la EN 378.1, à la fin, vous avez plein de fluides et puis toutes leurs caractéristiques. Et il va y avoir des caractéristiques de toxicité et d'inflammabilité. Donc, un fluide qui est non toxique ou faiblement toxique, qui va commencer par A. Fluide A, ça veut dire qu'il est peu toxique. Un fluide qui est B, il va être toxique. Alors l'ammoniac va être B. Les autres fluides fluorés sont A. Le CO2, il est A. Et après, on va avoir un chiffre. 1, 2, 2L, enfin 1, 2L, 2 et 3. Donc ça, c'est l'inflammabilité. Donc A1, ça veut dire faiblement toxique et ininflammable. A2L, ça veut dire faiblement toxique et légèrement inflammable. A2, c'est inflammable et A3, c'est très inflammable. Donc A3, on va trouver quoi? On va trouver le propane, par exemple. Ça s'enflamme très vite. Et où on va trouver du propane? On va trouver du propane ou de l'isobutane. Déjà, tout le frigo ménager, c'est de l'isobutane, R600A, et depuis des années. Et pourquoi c'est pas dangereux? Parce que c'est des circuits complètement hermétiques, scellés, il n'y a pas de vanne, il n'y a pas de raccord, tout est brasé. Donc il n'y a pas de risque de fuite. Et le propane, aujourd'hui, il se développe où? Il se développe beaucoup dans les vitrines des groupes logés. Parce que pareil, on est sur des compresseurs hermétiques, tout le circuit est brasé, il n'y a pas de risque de fuite, donc le danger il est maîtrisé, quoi. Donc, pour répondre à la question, le fluide le plus dangereux, moi je dirais, c'est quoi l'installation la plus dangereuse? Parce qu'une installation qui est mal faite, elle va être dangereuse. Une installation au CO2, si elle est mal faite, elle va être très dangereuse parce qu'on va rentrer dans la chambre froide, on ne va pas réaliser qu'il y a du fuite de CO2 et on tombe. Une installation avec n'importe quel fluide, si elle est mal faite, peut être dangereuse. Parce qu'on est sur des pressions, si on travaille avec des pressions élevées des fois, ou très élevées. Donc voilà, pour moi c'est la mise en œuvre qui peut être dangereuse et pas forcément le fluide. Après il y a des précautions à prendre suivant les fluides, bien sûr. On ne va pas faire de l'inflammable ici par exemple. S'il y avait un double flux détente direct avec du propane, non, on ne ferait pas ça ici. Bah si, là, Ouais, bah, ça dépend de l'installation, de ce que tu fais à partir du moment où le circuit est confiné ou pas. Il n'y a pas de règle générale à ce niveau-là. mais c'est sûr que manipuler un fluide à 3, c'est plus de précaution que d'un fluide à 1. Un fluide à 3 du propane, il faut un groupe de transfert particulier, il faut des outillages qui ne font pas d'étincelles, il faut plein de choses comme ça, quoi. Donc il faut de la formation. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon? Une question, messieurs? Ouais. Alors moi j'ai une petite question parce qu'il y a certains étudiants qui sont sur des projets avec des solutions, on va dire, à bas WP. Je sais qu'il y a un groupe qui travaille sur du monoprix, sur un remodeling d'un monoprix, avec comme contrainte de proposer une solution au R290. Alors je ne sais pas si vous avez Aujourd'hui, autour d'expérience sur ce type d'équipement ou pas. si c'est un monoprix, c'est une grande surface, enfin la GMS, une petite surface, une grande surface. Les étudiants qui travaillent là-dessus, il faut vous récupérer un guide qui s'appelle le guide M, je pourrais vous le laisser. C'est un guide qui a été fait par, c'est plutôt côté pompier, si je résume, si je synthétise, sur toutes les sécurités qu'il doit y avoir au niveau d'une grande surface, sur les sécurités d'accès, etc. Et il y a un chapitre sur les fluides frigorigènes. Donc il y a des charges maximum autorisées en grande surface en termes de propane, etc., enfin en fluide hydrocarbures. Mais aujourd'hui, les technologies propane qu'on va trouver en grande surface, c'est beaucoup des groupes logés. Vous n'aurez pas d'installation réalisée comme on a pu faire dans le passé ou avec un fluide à 1. En propane, vous allez trouver des vitrines avec des groupes autonomes logés, quoi. Ceux qui sont dessus, là, pensez à récupérer ce guide. Je pourrais le donner tout à l'heure à... Est-ce que c'est fait spécifiquement pour la grande surface? Voilà, j'ai pas fini. Merci. On a fait que les fluides fluorés, là. On va regarder un peu les directives. Non, rassurez-vous. Messieurs,
Allez, profitez de l'instant pour pouvoir justement Alors, magasiner un maximum d'informations. Allez. ça, c'était que les fluides. Maintenant, on va regarder, je vais vous en parler. Encore une fois, mon objectif ici, c'est que vous sachiez que ça existe. Vous avez entendu parler qu'il y avait ça qui existait. Et si demain, vous êtes amené à l'utiliser, vous le savez. Bernard, si je peux me permettre, encore une fois, c'est vrai que là, nous sommes sur le volet réglementaire. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est, on vient de le voir, hein, ce sont les questions que vous vous posez. C'est-à-dire que la réglementation, c'est la toile de fond sur laquelle se déroule notre industrie. C'est-à-dire que ce que vous allez faire demain, il y aura forcément des réglementations derrière. La question est venue sur le fluide le plus dangereux. C'est une question d'ordre pratique. On a parlé réglementation, mais on a renvoyé ça à des choses extrêmement concrètes. Et ce qui va suivre n'est pas différent. C'est-à-dire qu'on va parler de directives et autres choses relativement parfois indigestes. Mais ce qui est intéressant, ce sont les questions que ça va soulever pour vous, concrètement, quand vous vous projetez sur votre métier, quoi, aujourd'hui et demain. Et clairement, la réglementation, c'est un support aussi pour progresser techniquement, quoi. Merci Louis. C'est pas des gros mots, hein. Encore une fois, je veux juste vous donner un parfum du truc, hein. Et tout ça, c'est lié par rapport à quoi? C'est la sécurité des gens et des biens et des personnes. C'est la sécurité, pourquoi il y a des directives. Et puis la libre circulation, parce qu'on veut qu'un produit fabriqué en Espagne, on puisse le vendre au Danemark et inversement. Et donc, équipement sous pression, c'est un truc qui doit vous parler, on a dû vous en parler, la DESP. Mais il y a aussi un truc qui s'appelle Directive Machine, c'est tout ce qui est sécurité. Voilà, s'il y a un ventilateur sur un condenseur, pourquoi on a mis une grille dessus? Parce que la directive l'a imposé. Il y a aussi tout ce qui est effet électromagnétique. Un fabricant, toute la partie électrique d'une clim ou d'un groupe, quel qu'il soit, il va faire en sorte que ça soit conforme. Et puis, on parle de plus en plus du côté du froid des directives ATEX, parce que on a des fluides qui sont justement comme le propane inflammable ou des fluides A2 ou A2L. Donc tout ça, ce sont des directives, c'est fait au niveau européen, et chaque pays européen se doit de mettre en œuvre ces directives-là pour concevoir un produit. Je vais juste dire 2 mots sur la partie équipement sous pression, parce que ça c'est important, elles sont toutes importantes, mais celle-là, elle touche au niveau conception. Et le respect des directives, il appartient à celui qui met sur le marché, celui qui conçoit, celui qui vend, c'est pas celui qui achète. Et donc le fabricant, il faut s'assurer que tout ce qu'il va faire va être conforme. Il va être conforme, et pour être conforme, il va avoir un marquage CE et un papier, une déclaration CE. Je reprends l'exemple de la voiture, c'est la carte grise. Hein, s'il n'y a pas de carte grise, il ne peut pas vendre sa voiture. Et celui qui achète, il doit s'assurer que ce qu'il achète est conforme. Pareil, l'exploitant, il doit s'assurer que ce qu'il achète est bien conforme. Donc une machine de froid, vous allez voir, elle a sa plaque CE comme ça, c'est obligatoire. Elle a une plaque CE et dessus on va trouver quoi? Le fluide, on va trouver les PS, TS. Les PS, c'est les pressions maximales admissibles, ce n'est pas les pressions de service, et TS, c'est les températures minimales et maximales admissibles. Et puis, c'est vrai aussi dans le cadre d'une installation. Voilà, une installation industrielle noyée à l'ammoniac, par exemple, tous les composants ici, le fabricant, l'installateur a fait en sorte que ça soit CE, ça soit conforme. Et puis même le réseau de tuyauterie, il faut qu'il soit CE. Être CE dans son ensemble ici, ça veut dire quoi? C'est s'assurer que l'ensemble des trucs que j'ai raccordés et que je vais faire marcher, c'est cohérent. Si je prends un réservoir ici et puis que ma pression maximale admissible de conception c'est 12 bars et puis que je mets une soupape à 20 bars, quelque chose qui ne va pas. Donc être CE, ça veut dire que je m'assure que tout ça c'est cohérent, et y compris l'aspect documentaire. Donc l'aspect documentaire, quand vous achetez un produit aujourd'hui, des fois c'est un peu exagéré, mais vous avez toujours des notices un peu épaisses, mais c'est une contrainte, mais c'est aussi un devoir d'avoir la documentation associée. Donc un installateur aujourd'hui qui fait une installation de ce type doit faire une déclaration de l'ensemble, y compris et intégrant la tuyauterie. Donc, il y a des tuyauteries des fois qui sont tellement grosses qu'il faut qu'elles soient validées par un organisme extérieur et éprouvées sur site. C'est également vrai dans la grande distribution. Ce qui devrait être fait, voilà, on a les vitrines, on a l'installation, on doit faire un ensemble CE de tout ça. Si celui qui achète, il n'a pas cette conformité CE, il peut être embêté demain avec son système, parce qu'il va devoir le suivre.
Donc ce marquage CE, là, gardez en mémoire, c'est un but de libre circulation, mais c'est aussi une garantie pour vous que tout ça, ça a été intégré ensemble pour que ça tienne la route. Alors, un équipement sous pression, aujourd'hui, il se suit comme vous amenez votre voiture en contrôle technique tous les 2 ans ou 4 ans. Et ben dans le froid, c'est pareil. Il y a aujourd'hui une obligation pour l'exploitant de suivre en service son équipement sous pression. Et il doit y avoir donc des dossiers d'exploitation, des vérifications initiales avant la mise en route, des plans d'inspection, des inspections périodiques et des requalifications. Il y a beaucoup de métiers aujourd'hui qui apparaissent en froid, qui sont le suivi comme ça en service des installations réglementaires, des installations en froid, de suivi réglementaire sous pression, des techniciens qui sont habilités. Donc il y a des nouveaux métiers qui apparaissent, mais il y a encore peu d'exploitants qui savent qu'ils ont des devoirs de faire suivre leur installation. Je reprends le parallèle, hein, c'est votre voiture, vous devez l'amener au contrôle technique, et là c'est pareil, votre équipement sous pression, votre bouteille accumulatrice, là, elle est soumise à différents points, il faut la faire inspecter régulièrement. Et là aussi, les autorités font la chasse. Vous avez vu sur les directives, je n'ai pas été long. Alors c'est quoi les objectifs des directives? Ça sert à quoi, les directives? Donc sécurité des biens et des personnes et libre circulation. Hein, c'est vraiment ça le but. Qu'est-ce qu'il doit faire le fabricant? Équipement sous pression, il doit s'assurer que ce qu'il fait est conforme. C'est son obligation. Donc ça veut dire un marquage et ça veut dire une notice. Donc dans l'équipement sous pression, ça peut être des récipients, des échangeurs, des chaudronneries, mais ça peut être aussi des tuyauteries. Alors tout à l'heure, on parlait des fluides A2 et des fluides A1, A2L, A2, A3. En réglementation pression, il y a également 2 groupes. C'est-à-dire qu'il y a des groupes qui sont considérés dangereux et des groupes non dangereux. Et donc les obligations en termes de conception d'une installation ne sont pas les mêmes. Et les obligations en termes de suivi en exploitation ne sont pas également les mêmes. Donc important de prendre en compte ça quand vous faites de la conception. Et certains équipements sous pression doivent être contrôlés régulièrement. Pourquoi? C'est fixé par une réglementation et un cahier professionnel qui dit qu'il faut inspecter de temps en temps cet équipement pour s'assurer qu'il soit en bon ordre de marche. Pourquoi on doit suivre un équipement sous pression? Notamment, on a des installations qui peuvent prendre de la rouille. On parlait tout à l'heure qu'on travaille quand même sur des pressions encore plus élevées aujourd'hui que le CO2. Un équipement qui n'est pas entretenu, demain, peut être un équipement dangereux. Dans l'accidentologie du froid, les problèmes qu'on voit, c'est les problèmes de pression. C'est pas autre chose qui sort. Donc, mais quand ça pète bien. Là, les directives, je vois que je n'ai pas été long là-dessus, mais sachez que ça existe et que c'est important justement sur la sécurité des biens et des personnes. Je vais basculer sur un autre point, c'est pareil, à titre d'information pour vous, installation classée pour la protection de l'environnement, ICPE. Alors ça c'est quoi? C'est un truc qui s'est mis en place suite à différents incidents industriels. Une installation classée au niveau français, c'est une installation qui peut avoir des risques pour l'environnement ou pour la sécurité. Et on va trouver dans tous les secteurs, on va trouver des installations classées. Bien sûr, tous les sites chimiques sont classés, mais il y a aussi dans le monde agricole, il y a toute une rubrique. Et en France, on a à peu près plus de 500 000 installations qui sont classées. Et dans le froid, il y a aussi des installations classées. Donc en fonction d'une nomenclature, je ne vais pas rentrer là-dedans. Et une installation classée, elle doit être déclarée en préfecture. Des fois, elle est juste déclarée. Des fois, il doit y avoir un dossier d'autorisation. Où c'est qu'on va trouver des installations classées dans le froid? L'ammoniac. L'ammoniac, il est intéressant. On le trouve beaucoup en agroalimentaire. On le trouve aussi de plus en plus en chiller dans certaines applications parce qu'on est arrivé à faire des systèmes à faible charge. Et pourquoi la faible charge est intéressante? C'est-à-dire en France, si on a une installation à l'ammoniac, si on est en dessous de 150 kg, on n'a rien à faire. On a le droit d'installer de l'ammoniac. Donc on trouve de l'ammoniac aujourd'hui dans des petits chillers, des fois même en patinoire, des salles des machines ammoniac. Mais si je veux faire une installation ammoniac où je suis
entre 150 kg et 1,5 tonne, j'ai toute une procédure administrative à faire. Et si je suis au-dessus de 1,5 tonne, là, j'ai vraiment un gros dossier à faire. Pourquoi? Parce qu'il y a des risques. C'est l'ammoniac, c'est pas anodin, c'est toxique. Et l'ammoniac est aussi inflammable. Il est classé B2L. Donc d'une part, il est toxique et d'autre part inflammable. Voilà. Quand vous voyez une installation agroalimentaire à l'ammoniac, elle est souvent classée, donc déclarée en préfecture et également elle est suivie de près. Dans le froid, on a d'autres rubriques d'installation classées. Celle-là, elle est un peu moins suivie ou moins connue. Si vous avez un site, et quand on parle d'un site, ça peut être le lycée Raspail ici. Un site comme le lycée Raspail, si la quantité cumulée de fluides fluorés présents sur le site est supérieure à 300 kg, ça devrait être déclaré en préfecture. Donc ça va vite, 300 kg, quand on a tous les équipements. Et donc ça, c'est aussi une obligation et ça devient un site classé avec des contraintes. Et après, si on a des gros stockages, des gros récipients, il faut également se déclarer. Donc là, il y a aussi une déclaration à faire sur l'installation classée si on a des fluides fluorés. Et l'autre ICPE qu'on trouve dans le froid, c'est les condenseurs évaporatifs et les tours aéro-réfrigérantes. Le risque, il est où? Le risque était côté légionellose. Vous savez, il y a eu des problèmes de légionellose avec les tours, des fois. Donc, il y a toute une réglementation autour des tours et des condenseurs évaporatifs. Et c'est pareil, là, si on a un condenseur évaporatif ou une tour en exploitation, en fonction de la puissance, on doit soit être déclaré ou soit autorisé par la préfecture. Voilà, on fait pas, c'est encore un autre aspect réglementaire où on ne fait pas du froid n'importe comment, n'importe où. Là, ça va être dur pour vous, mais parce que vous dormez là. Allez, ICPE, installation classée pour protection de l'environnement. C'est qui fait les contrôles? C'est les DREAL, c'est ce qu'on appelle les DRIR dans le temps. Donc c'est eux qui vont venir vérifier, ils viennent sur site, ils font des inspections. Et aujourd'hui, ils sont assez actifs. Voilà, un site où il y a deux systèmes qui font chacun 200 kg 134A, donc ça fait 400 kg. Eh bien, ils devraient se déclarer. Il n'y en a pas beaucoup qui font ça aujourd'hui. Et si on a 120 kg d'ammoniac, est-ce qu'on a une installation classée? Non, on est juste en dessous, la charge est à 150 kg. Donc c'est pour ça que l'ammoniac va être populaire de plus en plus sur des faibles charges. Il y a des chillers, on a vu en photo tout à l'heure. Pardon. Ça, c'est des machines, voilà, il y a une très faible charge d'ammoniac et on peut aller jusqu'à presque 1400 kW en eau glacée. C'est des changeurs à plaques noyées et on va avoir maximum 50-60 kg d'ammoniac. Pour répondre à la question, l'ammoniac, c'est un fluide aussi pas anodin, donc il ne se manipule pas n'importe comment, donc il y a des formations particulières. Alors, dernier point. Et malheureusement, je n'ai pas fait tout le tour, mais il y a d'autres réglementations qui existent, et notamment sur tout ce qui est établissement recevant du public. Typiquement, un établissement qui a du public, comme ici, il y a des règles particulières dans la conception du bâtiment. Il y a sur les évacuations, sur les règles de sécurité. Et là-dedans, dans ces réglementations établissement recevant du public, donc la réglementation ERP, il y a un article lié aux fluides frigorigènes. Et notamment la possibilité ou non de pouvoir installer des fluides légèrement inflammables. Donc ça, c'est défini. Donc si vous travaillez dans une boîte qui fait de la clim dans des ERP, il faudra faire attention à quel fluide on choisit. Et aujourd'hui, on peut mettre des fluides A2L sous certaines conditions. Et par contre, on ne peut pas faire de fluide A3. Il y a un immeuble de grande hauteur, donc IGH, ça veut dire dès qu'on dépasse 28 mètres, un immeuble avec des bureaux par exemple. Aujourd'hui, c'est totalement interdit d'avoir un fluide inflammable à l'intérieur. C'est un article en discussion pour pouvoir autoriser justement les fluides A2L, mais pour l'instant, c'est bloqué. Ceux qui travaillent sur le projet Monoprix, il y a ce guide M, là. Il faut absolument vous le charger. C'est un guide de sécurité. Ce n'est pas une norme, c'est un guide pratique qui a été fait sur la sécurité incendie, et donc qui donne les critères maximum de charge en hydrocarbures, par exemple, qu'on peut avoir dans un magasin. Vous pourrez le télécharger directement avec le lien là. Et puis bien sûr, il y a tout le code de la santé publique qui va aussi donner des règles, notamment au niveau acoustique. L'acoustique, c'est pas anodin, puisque la pompe à chaleur, elle est en train de grimper comme ça aujourd'hui.
ça remplace tous les chaudières. Mais la pompe à chaleur aujourd'hui elle fait également du bruit avec son unité extérieure. Donc il y a des règles à suivre aussi là-dessus et il y aura certainement des litiges. Dernier point, les pompes à chaleur aujourd'hui doivent être inspectées. C'est une obligation. Dès qu'on a plus que 4 kW, tous les 2 ans, tout à chacun, on doit avoir une inspection de sa pompe à chaleur chez soi, comme on fait une inspection sur les chaudières à gaz. Et pareil, au-dessus de 70 kW. Alors tout ça, c'est indigeste. Et donc, ce qu'on a fait à la FCE, c'est qu'on a essayé de résumer sur 4 plaquettes. Elles sont téléchargeables sur le site. C'est les devoirs de l'opérateur et du détenteur d'équipement, si c'est des fluides inflammables, si c'est des fluides fluorés, si c'est de l'ammoniac, si c'est du CO2. J'en laisserai quelques exemplaires, autrement vous pouvez télécharger sur le site. C'est dans notre but de vulgariser la réglementation, d'informer, et ce que je fais aujourd'hui, c'est dans ce cadre-là. Donc n'hésitez pas à les télécharger, à les utiliser. L'an passé, on a financé une étude avec l'ADEME sur la mise en œuvre des fluides inflammables. C'est aussi une étude, par contre, elle est un peu plus indigeste, donc qui est téléchargeable gratuitement sur le site. Pour nous, c'est une étude, on s'en sert aujourd'hui pour faire des fiches pratiques. Par exemple, comment installer dans une chambre froide un évaporateur et un groupe de condensation avec un fluide A2L, les précautions à prendre. Mais celle-là aussi, cette étude-là, elle est téléchargeable gratuitement sur notre site. Et puis, n'hésitez pas à aller sur le site et aussi à vous inscrire sur le site LinkedIn pour avoir des informations sur la réglementation, les évolutions. Donc, on essaye de tenir ça à jour. Et puis là, j'arrête de vous embêter. Merci beaucoup. Bon, c'est pas un sujet facile, je l'accorde, c'est pas de la technologie, c'est pas du compresseur, mais n'empêche qu'une installation frigo, il y a tout ça derrière quand même à prendre en compte. Vous avez des devoirs quand vous serez sur le terrain, en intervention technicien, vous avez des devoirs quand vous serez en bureau d'études, quand vous ferez de la conception. Tiens, si je dois calculer le collecteur de soupape, ouais, ça se fait pas n'importe comment, je mets pas un bout de tuyau, non, il y a un calcul à faire. Voilà, il y a tout ça derrière, quoi. Et c'est ce qui fait la richesse du métier aussi, certains d'entre vous, vous allez faire du terrain parce que vous aimez ça, d'autres vont vouloir faire du commercial parce qu'il a la fibre commerciale. Mais un commercial qui connaît un peu les aspects réglementaires, il peut se défendre par rapport à un concurrent qui ne connaît pas, par exemple. Voilà. Je suis à votre écoute. S'il y a des questions. Il y en avait une en haut là-bas, tout à l'heure. Messieurs, il y a des questions? Il y en avait une en haut? T'as plus. Messieurs, sur les fluides, les deuxième année, vous êtes en plein dedans. Choix du fluide pour votre projet. On a parlé d'ammoniac, on a parlé de CO2, on a parlé de HFO. Donc, une petite question ou deux, ou pas? Louis, au niveau sur le site, vous avez aussi un outil, non? Sur le site Kémour. Oui, Bernard me parle d'un... Vous savez, dans les différents projets que vous allez avoir dans l'avenir, vous allez certainement choisir différents fluides frigorigènes, comme vient de le dire Bernard. Et si vous choisissez des fluides de type A2L, ou même autre, le dimensionnement ou la charge limite est fixé par la EN 378. Donc vous avez une série d'abacs, de tables dans lesquelles il faut naviguer. Et très vite, ça peut devenir compliqué, quoi. Donc, des fabricants comme Chemours ont développé des calculateurs de charge limite en ligne. C'est un outil extrêmement simple qui vous permet de remplir quelques données sur votre installation, le local, le type d'équipement, où est-ce qu'il est placé, dans quelle catégorie d'ERP on se situe, c'est-à-dire est-ce que le public est en contact avec l'équipement ou l'équipement est-il dans une salle de machine et que sais-je encore. Donc, c'est quelques pages qui vous permettent en ligne, vous renseignez vos données et puis vous avez automatiquement le calcul de charge. Donc, ce sont ce type d'outils qui sont pratiques, libres,
est gratuit à votre disposition que vous pouvez utiliser si vous utilisez, si sur un projet vous avez un A2L par exemple. C'est important parce que ça permet dans certains cas, même quand on n'est pas professionnel, de jeter un regard critique à éventuellement ce que vous dit ou vous donne quelqu'un d'autre. C'est toujours embêtant d'être complètement à l'aveugle et de devoir faire confiance justement aveuglément à un distributeur ou à un constructeur. Donc vous êtes censé être dans les mois qui viennent des techniciens supérieurs et porter un regard critique sur ce qu'on vous aura dit, poser des questions pour être sûr de la fiabilité de ce qu'on vous dit. Et à un moment avoir une petite calculette métier qui ne sera pas la calculette qui permet de faire le dimensionnement final, mais qui permet dans les grandes lignes d'avoir, voilà, entre 1 et 10, ça fait une différence. Et donc, voilà, moi je n'ai pas connaissance de ça, mais je vois tout à fait l'utilité à un moment, en première approche, en première intention, d'avoir quelque chose comme ça. Donc n'hésitez pas. C'est des outils qui sont faciles d'accès, mais s'il fallait faire les calculs à la main, ça serait laborieux. Et c'est vrai qu'avec les fluides inflammables aujourd'hui, on ne fait pas n'importe quoi. Et l'outil, ça permet d'arriver à des solutions ou des ordres de grandeur intéressantes très vite. C'est le calculateur de charge limite de Chemours, tout simplement. On vous enverra un lien également si vous en avez besoin. Et à mon avis, si tu mets ça dans Google directement, tu vas directement sur Chemours et tu mets calculateur. La présentation, je la laisse à vos professeurs, donc vous pourrez la récupérer. Il y a des liens actifs dedans si vous cherchez des textes. Je vais vous faire une proposition, messieurs. Pour cette première partie, on va remercier Monsieur Bernard, Monsieur Bisioncol et Monsieur Abou. Donc merci de les remercier. Merci.